Donc, bonne soirée, bonne fin d'après-midi, je dirais. Et puis, bienvenue donc à ce webinaire d'Open Badge Academy. Aujourd'hui, notre invité est M. Luis Galindo, qui est chargé d'expertise et de partenariat à la direction de la recherche et du développement des usages du numérique éducatif. Et Luis, aujourd'hui, va nous parler donc d'un travail qu'ils ont fait actuellement, disons, qu'ils font actuellement sur, disons, imaginer donc la typologie Open Badge et pour dynamiser un écosystème. Alors, Louise, tu as la parole. Parfait. Le floor is yours. Donc, bonjour tout le monde. Super, merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme Eric vient de dire, en fait, moi, je travaille à la direction de la recherche et du développement à Réseau Canopé, où on mène différents types de projets. En fait, on travaille sur différents sujets, intelligence artificielle, on a lancé un projet à blockchain, etc. Et on voulait expérimenter aussi avec les Open Badges. Et ça, il y a un an exactement, c'était en avril, où on avait lancé des projets, etc., avec Open Badge Factory, justement. Et on voulait voir qu'est-ce que ça donnait aussi, parce que nous, pour vous mettre en contexte, on a une centaine d'ateliers répartis dans tous les territoires, en fait, sur tous les territoires. Donc, on a à peu près 1400 personnes qui travaillent avec des enseignants, avec la communauté éducative en général. Donc, on voulait voir la dynamique de ça et on voulait mener cette expérimentation. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous illustrer un peu ce qu'on a vécu cette année et les parties peut-être les plus importantes, parce qu'on voulait ça aussi, identifier les défis, etc., pour mettre en place une communauté, pour animer une communauté ou un écosystème. Et c'est pour ça que j'avais intitulé ça écosystème et typologie, donc l'importance de définir une typologie pour donner vie aux open badges dans les cadres d'un écosystème. Donc, c'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc, dans l'écosystème, en fait, l'idée, c'est justement ça, de valoriser les compétences et les connaissances de la communauté, en fait. Donc, c'était la première question qu'on s'est posée. Donc, c'est la première partie la plus importante. Justement, c'était ça, la communauté ou l'écosystème où les open badges allaient vivre, en fait. Donc, c'est pour ça que je vais diviser la présentation, on va dire, en trois parties. La première partie, c'est justement l'importance de la communauté, en fait. Et là, je vais me baser beaucoup sur la recherche et je vais vous montrer après un article que j'ai publié sur Nature. Et ensuite, l'importance de la typologie. Et à la fin, je vais vous montrer les exemples en fait, de ce qu'on a fait et ce qui a marché, ce qui n'a pas trop marché pour nous et où on va en fait. Pourquoi on se pose aussi cette question? Parce qu'aujourd'hui aussi, ils ont été lancés les cités éducatives. Donc, on s'intéresse beaucoup à travailler avec les open badges dans les cités éducatives, soit des quartiers, soit des villes entières dans les cités éducatives et comment on peut valoriser les compétences et les connaissances dans la cité éducative, donc dans les quartiers ou dans la ville en fait. Donc, on a différents types d'écosystèmes et c'est ça qui est intéressant. Donc, pour commencer, en fait, on va faire un voyage il y a 30 ans, en fait, là, donc dans notre écosystème, on va dire. Donc, il y a 30 ans, en fait, le premier ministre, donc c'était les années 90, donc c'était 1991, je pense. Donc, Michel Serres, il reçoit la commande du premier ministre de mener en fait un projet, donc on a commencé un projet pour identifier justement pour valoriser, on va dire, les compétences et les connaissances il y a 30 ans, je répète, et qui était en train de naître à cette époque-là. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on se pose un peu la même question. Donc, c'était à cause de l'impact ou grâce à l'impact du numérique, il y avait de nouvelles compétences à valoriser. Donc, Michel Serres avait commencé à travailler avec Michel Autier et Pierre Lévy, qui aujourd'hui habite au Canada, avec quelque chose qui s'appelait les arbres des connaissances. Donc, comment ça marchait, les arbres des connaissances qu'ils avaient imaginés il y a 30 ans? Et donc, on avait quelque chose qu'ils appelaient les brevets. Donc, dans les brevets, on avait un titre. Dans les titres, on mettait j'ai dit ce que je sais, j'explique comment j'utilise ce que je sais. Et ensuite, je propose une épreuve, un exercice permettant à d'autres apprenants une évaluation. Donc, comment on peut évaluer ça et comment on peut enchaîner, on va dire, les différentes connaissances et compétences. Ainsi, on pouvait mettre les différents brevets, on va dire, que c'est un peu les différentes compétences et connaissances qu'on avait, dans différents blasons pour commencer à les rassembler.
Et à travers de chaque blason et à travers de chaque brevet, ce qu'on faisait, c'était un arbre de connaissances pour identifier dans la communauté, par exemple, là, une thématique, là, une autre collection de compétences et de connaissances. Et comme ça, on pouvait cartographier en fait les connaissances et les compétences. Donc, une approche très intéressante qui précédait un peu l'idée des Open Badges. Mais c'est très intéressant comment ces projets étaient lancés il y a 30 ans. Il n'y a pas beaucoup d'informations maintenant, mais ils avaient fait même un logiciel, en fait, bien sûr, un logiciel des années 90, un peu vraiment très années 90, mais c'était très intéressant comment ils ont commencé à imaginer ça. Donc, on a commencé à se demander, en fait, si ces projets qui étaient pensés il y a 30 ans pouvaient être peut-être la solution au dilemme, qu'on appelle le dilemme des sacs à badges. Donc, pourquoi j'appelle les dilemmes des sacs à badges? Parce que ce qu'on avait identifié dans les communautés ou dans les écosystèmes, c'est que parfois pour l'utilisateur, c'est un peu compliqué en fait de se retrouver avec la quantité des sacs à badges, par exemple. Et on a Open Badge Passport, mais aussi on a Badger, mais aussi peut-être on a LinkedIn. Donc, je ne sais pas si tout le monde est dans Open Badge Passport ou dans Badger, ou je ne sais pas si pour valoriser mes compétences et mes connaissances, peut-être que je vais aller sur LinkedIn parce que peut-être les entreprises vont voir là tout ce que j'ai fait. Mais maintenant, dans les cas de l'éducation nationale, il y a Viedu qui s'est transformé dans sac à badge. Donc, ah oui, mais peut-être que… Donc, c'est un peu compliqué dans les contextes expérience utilisateur. C'est un peu compliqué, en fait, cette partie sac à badge. Mais c'est pour ça qu'ils ont trouvé intéressant cette partie de arbre de connaissances parce qu'ils essayent de connecter, on va dire, les différentes communautés ou les différents écosystèmes. C'est de là l'importance de l'écosystème. Mais avant de parler plus d'écosystème, ça sert bien de comprendre, en fait, comment les communautés elles fonctionnent, en fait. Et pour ça, on va commencer à voir comment une communauté commence à se développer. Pour ça, on s'est basé en fait sur le travail d'un chercheur chilien, mais qui travaille au MIT Media Lab aujourd'hui, qui s'appelle César Hidalgo, qui bientôt, en août, si tout va bien, j'imagine, il va être à Toulouse en fait, parce qu'il va piloter les laboratoires de recherche les plus importants d'intelligence artificielle. Mais lui, aujourd'hui, il travaille dans un laboratoire qui s'appelle Collective Learning, qu'en fait, il travaille de comment les communautés de différentes tailles apprennent ensemble, en fait. Donc, les villes, par exemple, comment elles s'organisent, ou les marchés, ou etc. Donc, quelque chose qui est très intéressant si on connecte, on va dire, avec les Open Badges. Et ça va être super de l'avoir bientôt à Toulouse, parce que je pense qu'on va pouvoir monter plein de choses, justement, avec sa présence. Et ça va être un laboratoire vraiment très important à niveau international. Donc, à partir de l'article de César Hidalgo qui a été publié sur Nature, si vous voulez, je peux vous envoyer juste en bas, vous trouvez le lien justement de l'article qui est disponible là sur Nature, qui a été publié en 2018. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout l'article, mais ce qui est intéressant dans l'article, c'est comment on identifie les activités d'une communauté ou un écosystème. Donc, ce que l'article montre, c'est que la concentration spatiale dans les grandes villes, donc la concentration de beaucoup de populations dans les villes, est corrélée à la complexité d'activité économique. Quand je parle de complexité d'activité économique, ça dépend du moment, en fait. Par exemple, dans les années 30, c'était plutôt les usines, en fait. Donc, à l'ère industrielle, bien sûr, c'était toute la production des usines. Aujourd'hui, c'est très lié, par exemple, au développement des softwares. Par exemple, c'est très intéressant comment les activités économiques, ils évoluent, en fait, dans les communautés ou dans les écosystèmes. Les problèmes, c'est que cela nous amène à une inégalité spatiale. Donc, si la complexité est liée, donc si la complexité des activités économiques est liée à la concentration des activités dans les grandes villes, alors l'intensité croissante des connaissances et des compétences et la complexité de notre économie vont contribuer à amplifier les différences entre les communautés superstars, donc les villes qui sont grandes, et les autres communautés, donc les villes qui sont grandes comme Paris ou comme Londres, etc., liées à des activités complexes et pourtant liées à des salaires élevés, etc., on commence à avoir une grande inégalité, on va dire, entre ces grandes villes et les communautés les plus petites, on va dire. Donc, pour ça, on a deux options, en fait. Donc, soit on commence à inclure plus de personnes dans les grandes villes parce qu'ils ont plus de complexité économique. Donc, pour ça, on va devoir améliorer les transports, avoir un logement beaucoup plus abordable, etc. Ou sinon, et c'est là qu'ils deviennent importants et intéressants les Open Badges,
c'est de comment on peut promouvoir la diffusion des connaissances et des compétences pour aider à développer les communautés avec des activités moins complexes. Et c'est là qu'il devient très intéressant justement de parler des open badges. Et c'est là la connexion qu'on fait avec les cités éducatives, que c'est un projet interministériel dans les quartiers et dans les villes défavorisées. Et c'est là qu'on commence à voir quelque chose vraiment très intéressant en lien avec les écosystèmes. Mais avant de continuer, ça serait intéressant de comprendre comment ça marche, ou comment on pourrait faire justement pour développer des activités plus complexes dans ces écosystèmes, on va dire, ou dans ces communautés où il y a un niveau d'activité économique moins complexe. Donc, ce que les mêmes chercheurs ils ont commencé à voir, c'est que dans ces communautés, en fait, on a des activités qui sont déjà développées. Par exemple, si on voit Limoges, par exemple, ils ont commencé à développer des choses avec la céramique, par exemple. Mais donc, c'est très centré sur ça. Donc, ce qui est intéressant de faire, c'est de commencer à diversifier les activités, donc les activités connexes. Donc, on va commencer à les activités connexes. Et ensuite, une fois qu'on a diversifié les activités de la communauté, on va commencer à les connecter. Une fois ils sont bien connectés, on recommence à diversifier et on commence à connecter. Et comme ça, on va commencer à développer, on va dire, des activités beaucoup plus diversifiées et on va commencer à faire des activités plus connectées pour commencer à développer. Et c'est là que les open badges deviennent intéressants parce que c'est difficile justement d'identifier ces types d'activités dans une communauté parce qu'on ne connaît pas en fait. Donc peut-être que les open badges, ils vont nous aider justement à cartographier ces compétences et ces connaissances en fait dans une communauté ou dans un écosystème de n'importe quelle taille. Donc, on a commencé à s'intéresser à cet aspect-là et dans les villes, mais l'écosystème, en fait, il peut représenter une taille complètement différente et ça va dépendre du contexte. Dans ce cas, par exemple, dans l'exemple que je viens de donner, c'est une ville et c'est un écosystème très complexe, on va dire. Donc, c'est difficile de cartographier les choses. Mais par exemple, quand je parle avec un enseignant, par exemple, quand j'étais dans le sud de la France, on parlait avec un enseignant qui utilise les open badges en Île-de-France. Là, c'était très intéressant parce que là, l'écosystème pour cet enseignant, c'est la classe en fait, c'est les élèves. Donc là, il va commencer à cartographier toutes les choses dans la classe. Si vous prenez l'exemple du collège Maurice Bédel, qui est juste à côté des Poitiers, par exemple, et là, l'écosystème est un peu plus grand parce que c'est les collèges. Donc, pour eux, l'écosystème, c'est les collèges. Et c'est très intéressant de commencer à identifier toutes les dynamiques dans les collèges, en fait, dans l'écosystème que c'est les collèges. Peut-être que Maurice Bédel, à travers c'est une espèce de badge la Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle les Resobot, peut-être que l'écosystème va devenir plus grand pour ses élèves parce qu'ils vont commencer à interagir peut-être avec Canopé, peut-être avec l'IH2OF, peut-être avec d'autres collèges, ils ont commencé déjà à le faire. Et c'est très intéressant comment cet écosystème commence à être plus grande en fait, dont la complexité et les interactions vont changer et vont évoluer aussi. Donc, il faut prendre en compte ça aussi. Donc, c'est ça la partie difficile, on va dire, de bien penser la communauté et l'écosystème pour les open badges. Mais autre chose qui est très intéressant, c'est une fois on a compris les contextes ou comment ça marche la communauté ou l'écosystème, il faudrait comprendre comment les open badges vont circuler dans cet écosystème ou dans cette communauté. Donc, pour ça, on a commencé, et avant ça, on va se poser la première question. Donc, il y a deux questions qu'on s'est posées. La première, c'est à partir de ce que j'ai expliqué en lien avec les écosystèmes et en lien avec les communautés, c'est comment tracer la diffusion des connaissances et des compétences pour aider à développer des territoires ou des communautés avec des activités moins complexes. Donc, ça, c'était notre première question, en fait, pour les cités éducatives, mais pas que pour les cités éducatives, mais dans n'importe quel écosystème ou communauté. Mais pour ça, il faut comprendre avant comment en fait les open badges ils circulent dans un écosystème ou dans une communauté. Et il faudrait savoir aussi comment on s'approprie les open badges. Parce que par exemple, si on va aller de la communauté la plus petite à la plus grande. On commence par une salle de classe. Donc, les élèves, ils ne connaissent pas les open badges. Donc, la première chose, c'est, oh, il y a ça, il y a des open badges. Donc, oui, je peux valoriser des choses. Après, je peux me faire un dossier. Oh, OK, ça marche comme ça. Et après, chaque personne va commencer à s'approprier, on va dire, des open badges.
Mais si on est dans des écosystèmes plus grands, c'est plus complexe en fait, comment on s'approprie justement les open badges pour valoriser, pour reconnaître nos compétences et nos connaissances. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était d'essayer de, on va dire, théoriser ou modéliser comment cela pourrait marcher en fait. Donc pour ça, nous on a déjà travaillé avec les laboratoires Techné à l'Université des Poitiers, donc j'ai fait partie aussi du laboratoire Techné à l'Université des Poitiers. Donc on essayait de faire, on travaillait déjà sur la circulation des pratiques des élèves, des enseignants ou de n'importe quelle personne. Quand je parle de la circulation des pratiques, ça peut être par exemple WhatsApp. WhatsApp arrive dans une communauté, personne ne connaît WhatsApp. Et là, on commence à utiliser WhatsApp. Et je dis à mon ami, par exemple, ah, c'est très intéressant WhatsApp, parce qu'on peut se partager des fichiers, etc. Ah, c'est super. Donc, mon ami va commencer à l'utiliser, et ensuite une autre personne, et ensuite une autre personne. Et ensuite, WhatsApp va commencer à se socialiser dans cette communauté. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'était comment les open badges commencent à se socialiser dans un écosystème ou dans une communauté. Je voulais modéliser un peu ça. Donc, dans l'image que vous regardez là, dans la diapositive, donc en noir, en fait, il y a la communauté. Donc, ça, c'est l'espace de la communauté. Et en rouge, il y a l'espace de l'individu qui fait partie de cette communauté. Donc, on va imaginer que dans cette communauté, les open badges viennent d'arriver. Donc, on va dire qu'ils viennent d'être inventés. Donc, l'open badge, ici, est une invention. Donc là, on est dans la zone d'exploration de la communauté. Ensuite, l'open badge, on va dire que quelqu'un a amené les open badges dans cette communauté. Donc là, l'open badge est déjà dans l'espace collectif de la communauté et pour chaque individu, cet open badge représente une nouveauté. Donc là, c'est la nouveauté pour chaque individu et il est déjà dans la communauté. Une fois l'open badge, en fait, va être dans l'espace individuel de l'individu et dans l'espace collectif de la communauté, donc tout le monde va commencer à utiliser les open badges. Donc c'est une innovation, puisque l'innovation, c'est la socialisation des inventions. Donc, ce qu'on essaye de faire ici, c'est de comprendre ces processus, en fait, de comment les open badges vont de la zone d'exploration à à l'espace collectif de la communauté et comment, de l'espace collectif de la communauté, les open badges passent à l'espace individuel de chaque individu et comme ça, tout le monde commence à utiliser des open badges, à endosser d'autres badges, etc. Donc, c'est le processus d'appropriation de l'open badge. Donc, c'était la grande question et donc, c'est notre deuxième objectif, c'était de mieux comprendre comment ça marche en fait. Donc, à partir de là, vient la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est justement comment tracer l'appropriation des open badges en tant qu'outil de reconnaissance des connaissances et des compétences. Donc, comme ça, on a les deux questions en fait que vous laissez poser. Donc, comment tracer en fait les compétences et les connaissances dans un écosystème ou dans une communauté. Et la deuxième question, c'était comment tracer aussi l'appropriation des open badges dans cette communauté. Donc, je pense qu'on a des opportunités très intéressantes aujourd'hui avec les cités éducatives et peut-être que ça va être un laboratoire, on va dire, pour essayer de voir ça. Donc, je ne sais pas quand, parce qu'avec le coronavirus, c'est un peu compliqué. Donc, ça a bloqué un peu l'évolution justement de notre expérimentation, que ça, c'est la deuxième partie de notre expérimentation. Mais avant ça, avant d'essayer de répondre, parce que ça, c'est ce que nous allons faire cette année, en fait, donc essayer de répondre et de mettre en place des outils pour ça, pour répondre à ces deux questions. Mais avant ça, on devait mettre en place, en fait, une typologie pour que tout le monde parle la même langue, en fait. Parce que ce qu'on avait identifié avant, de commencer les projets, c'était que tout le monde commençait à faire plein de trucs, en fait. Il y avait plein de badges et parfois on disait, peut-être que les badges, c'est comme les monnaies, en fait. Si on commence à produire plein de badges, peut-être qu'ils vont perdre de la valeur, en fait. Et donc, on s'est demandé, il faudrait avoir une typologie pour que tout le monde parle la même langue et que tout le monde se retrouve dedans, en fait, dans l'écosystème. Donc, on essayait la première chose, donc la première étape qu'on a mis en place, c'était justement la typologie. Dans la typologie, un peu comment ça marche, un peu la typologie des open badges. Dans cette première partie, l'anatomie d'un badge, vous la connaissez déjà. Et c'est l'émetteur, le récepteur, la personne qui peut endosser les badges et les métadonnées du badge, que c'est la durée, la validité, les connaissances et les compétences. Le badge est vérifiable, partageable, accessible partout. Il y a les preuves et les critères d'attribution. Donc, on voulait que tout le monde comprenne qu'il y a ça, cette démarche, cette anatomie dans chaque badge.
Ensuite, on voulait prendre comme analogie les Lego en fait. Donc, pour nous, chaque badge est comme une brique Lego. Et dans cette brique Lego, vous allez trouver la thématique et un lien avec ce que vous voulez développer. Mais pour développer cette thématique, vous allez mener plusieurs actions. Et donc, par exemple, vous allez prendre un cours, ou vous allez rendre un projet, ou vous allez participer à quelque chose. Donc, toutes ces actions sont liées à la thématique. Donc, dans les Lego, on a la thématique et on a plusieurs actions. Donc, chaque Lego, il va représenter une action où je vais pouvoir construire, on va dire, ma thématique. C'est ainsi que je vais construire ma ville, on va dire, des compétences et des connaissances. La dernière partie, ou la troisième partie de la typologie, est que chaque brique Lego, qui a une thématique et une action associée, a une taille différente aussi. Parce que la posture, en fait, quand on va commencer à mener ces actions, elle est différente. Donc, on a identifié 4 postures. Donc, on ne savait pas aussi à mettre un terme pour la posture parce que personne n'était d'accord. Parce que autre chose qu'on essayait de faire, quand on a défini la typologie, on ne voulait pas travailler en vertical, donc du national à régional, à chaque atelier, etc. Parce qu'on est un réseau très complexe et très, très grand, comme je disais avant. Mais on voulait travailler en horizontal. Mais le problème, c'est que parfois, c'est compliqué de travailler en horizontal parce que personne ne se mettait d'accord avec les couleurs des badges, par exemple. Personne ne se mettait d'accord avec les termes, etc. Donc, on essayait d'effacer tous les termes, d'effacer toutes les couleurs, etc. Donc, c'était une nouvelle façon aussi de travailler, plus en horizontal, mais qui a donné cette typologie-là. Donc, comme je disais avant, dans la typologie, on peut identifier 3 éléments, on va dire. La thématique, l'action et la posture. Donc, dans les graphiques, en fait, ce qu'on essayait de faire aussi dans l'image du badge, on essayait qu'on va toujours identifier ces 3 éléments. Donc, la thématique, par exemple, vous pouvez la trouver là au bord du badge. Donc, on va avoir une thématique. L'action, on va la trouver au milieu. Donc, c'est un dessin, en fait, qu'on va faire qui représente l'action du badge. Et la posture, on va la trouver dans la partie bas de l'image. Et ensuite, le nom du badge ou le nom de la collection des badges. Par exemple, on a plusieurs collections aujourd'hui. On a les collections Canoprof, que c'est un logiciel de Canopé. On a aussi Robotique éducative, par exemple, que c'est une collection de badges. Et dans cette collection de badges, on a plusieurs badges. Je vais vous montrer juste après les différentes collections de badges qu'on a commencé à développer. Et donc, aussi, dans chaque badge, on a les 4 postures. Et les 4 postures, elles sont représentées par une couleur différente. Donc, hop, là, il y a les 4 postures. Donc, finalement, c'est ça aussi qui est intéressant, comment on a travaillé avec les utilisateurs. Au lieu de travailler avec les utilisateurs, d'essayer de penser tout chez nous, on va dire, on essayait d'avoir un aller-retour très, très vite avec les utilisateurs pour avoir des retours aussi très, très vite. Peut-être que parfois, c'est ça les problèmes quand on travaille, et surtout quand il y a des projets qui viennent des informaticiennes. Parfois, on pense qu'on a toute la solution magique dans notre tête, mais une fois on lance la solution, en fait, ça ne collait pas trop avec les besoins des utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'on essayait d'avoir une démarche vraiment du UX design, en fait, avec la typologie, l'écosystème, etc. Donc là, on a 4 badges. Finalement, on a utilisé un terme parce que c'est beaucoup plus facile pour l'utilisateur. Donc, on a la première posture, que c'est l'explorateur. La deuxième posture, c'est l'acteur. La troisième posture, c'est l'expert. Et la quatrième posture, c'est l'architecte. Mais ce n'est pas vertical, en fait, comment il marche les postures. Donc, on peut travailler sur 2 postures, par exemple, explorateur et architecte en même temps dans une collection de badges, etc. Donc, parfois, c'était difficile aussi cette partie parce que ça nous amène à penser comme à des médailles ici, comme si je dois avoir les 1 pour avoir les 2, pour avoir les 3, etc. Et ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. Donc, c'était difficile, mais ça fait partie de notre expérimentation aussi. Donc, la prochaine partie, en fait, qui devait être faite ces mois-là, donc je voulais vous montrer ça, mais avec le coronavirus, c'était un peu compliqué en fait de développer plus de choses. On va essayer de développer en fait des outils de communication qu'ensuite on va essayer de partager avec tout le monde. Parce que dans chaque collection de badges, on essaie de travailler avec différents partenaires. Je vais vous montrer juste après les différentes collections de badges qu'on avait fait. Donc là, vous pouvez voir les différentes collections. On a encore plus de collections de badges, mais ça, c'était les premières collections qu'on essayait d'imaginer. C'est en fonction de notre travail et de nos animations aussi qu'on a imaginé ces collections de badges. Par exemple, on a technique de créativité.
les badges techniques de créativité parce qu'on fait beaucoup d'animations en fait autour des techniques de créativité. On fait aussi beaucoup de hackathons aussi, donc c'était une demande vraiment très très grande de tous les réseaux en fait d'avoir et un badge hackathon, on va dire. Mais pour nous, techniques de créativité, c'était dedans déjà. Donc on n'avait pas besoin d'un badge hackathon. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler avec un aller-retour avec les utilisateurs. Pareil pour la facilitation. Il y a beaucoup de facilitateurs qui font les ateliers de techniques de créativité, mais on ne les reconnaît pas. Donc, on avait besoin des badges facilitation. Donc là, on a commencé à faire des badges facilitation. La chose la plus intéressante aussi dans toute cette conception des badges, c'est qu'on travaille en collaboration dans les réseaux. Par exemple, les badges techniques de créativité ont été imaginés par nos collègues en Île-de-France. Mais ensuite, les collègues des Lyon, ils ont commencé à dire « Ah, mais nous aussi, on fait beaucoup de facilitation de ça, donc on va travailler ensemble. » Et comme ça, il y a Normandie aussi qui est venue « Ah, mais nous, on a déjà fait des choses. » Et comme ça, on a commencé à imaginer en fait les différentes collections de badges. Ensuite, on a le badge Canoprof aussi, que c'est une autre collection des badges. Ça, c'est nos collègues d'Île-de-France aussi qui ont imaginé ça. Ensuite, il y a les badges Fab Lab, c'est nos collègues du Grand Est qui ont commencé à faire ça. Le badge robotique éducatif, c'est nos collègues de la région PACA avec Île-de-France, avec Grand Est aussi qui ont commencé à travailler sur robotique éducative. Et on continue à identifier différentes collections de badges. Et dans chaque collection de badges, on a différents types de badges. Une chose qu'on a appris, c'est que aussi, je vais vous montrer juste après les autres badges. Bon, on a des projets aussi comme les promeneurs du net et aussi le badge des traces de roues. Il y a une chose à remarquer ici qui est très intéressante, c'est que quand on travaille avec les animations, par exemple, techniques de créativité, robotique éducative, c'est plutôt des badges pour des adultes, en fait. Et là, ce que je disais avant, c'est mieux de ne pas avoir 1000 badges produits, mais 4 badges significatifs de ce que nous allons faire, parce que comme ça, ils vont prendre plus de valeur, et ces 4 badges, que, je ne sais pas, une centaine de badges. Donc, les premières erreurs qu'on avait fait, c'était ça. C'était de produire plein de badges pour chaque collection de badges. Et le problème, c'est qu'ils perdaient de la valeur. C'est un peu comme les monnaies, en fait. Mais comme vous pouvez voir à droite de l'image, il y a les badges traces de roue. Ça marche un peu différent en fait avec traces de roue. Et ça, c'est la partie utilisateur en fait. Ces badges ne sont pas pour des adultes, mais pour des enfants. Et les enfants, ils ne vont pas valoriser les badges dans LinkedIn. Par exemple, ils s'en fichent aujourd'hui de chercher un travail, en fait, les élèves des collèges. Donc, pour eux, c'était beaucoup plus intéressant d'avoir les badges, même pas en numérique, mais imprimés. C'est pour ça, si vous voyez les yeux des personnages de ces badges, c'était pour les imprimer et pour pouvoir les avoir imprimés, les badges, en fait, parce que pour eux, c'était très intéressant d'avoir les badges imprimés. Et c'est ça qui est intéressant qu'on n'a pas pensé, en fait. On voulait, au départ, en fait, quand on avait imaginé les badges, on voulait les mêmes badges pour tout le monde. Donc, on voulait les mêmes formats, etc. C'était un peu notre formatage d'éducation nationale. Donc, on va faire comme ça et tout le monde va faire pareil. Mais en fait, ça n'allait pas marcher, en fait, parce qu'il fallait penser les badges en fonction du public, en fait. Pour les élèves, les badges qu'on va pouvoir mettre sur LinkedIn ou sur un sac à badge numérique, il n'y a pas beaucoup d'importance en fait pour ça, parce que pour eux, la partie la plus importante, c'était en présentiel en fait d'échanger ces badges, etc. Parce que l'écosystème, ça marchait comme ça. Et ces badges, ils sont destinés pour des élèves. C'est pour ça que la partie graphique aussi, elle est plus attractive. En fait, c'était très important cette partie graphique parce qu'on allait imprimer les badges, etc. Pour les adultes, ça marche un peu différent. Donc, autre chose qu'on a commencé à noter, c'était que nos médiateurs aussi ont commencé à s'intéresser pour les badges. Et ce qu'on a commencé à noter aussi, c'est que les sacs à badges LinkedIn étaient très importants aussi pour valoriser certaines choses. Donc, on essaye de se poser plusieurs questions, en fait. Donc, la prochaine partie de notre travail est très en lien avec les cités éducatives. Donc, on essaye de se poser cette question, les deux questions précédentes, en fait. Comment on pourrait travailler un écosystème, en fait, de l'importance de l'écosystème. Donc, c'est à partir de cette typologie qu'on a déjà construite, les badges qu'on a déjà menés, la prochaine étape, c'est de les mettre en place dans des grands écosystèmes plus complexes, pouvoir cartographier les compétences, les connaissances, etc., pour pouvoir développer, on va dire, l'écosystème. Donc, c'est notre grand défi, on va dire, pour les mois à venir, de développer plus cette partie-là.
Mais aussi, dans certains cas, on va être confronté à des élèves aussi. Dans les cités éducatives, par exemple, il y a des cités éducatives où on va travailler qu'avec des élèves. Et pour ça, pareil, on va commencer à être confronté à un autre type de public. Donc, c'est ça la prochaine partie, on va dire, de notre travail. Donc, on est en train de faire, de monter cette partie. Justement, demain, on a une réunion pour avoir une approche et une stratégie plus nationale. Donc, on va dire que la première partie de notre expérimentation est terminée. Demain, peut-être que va commencer la deuxième partie de notre expérimentation. Et c'est un défi encore plus grand, en fait, de commencer à construire plus de choses autour des open badges. Je pense qu'on a des opportunités vraiment très intéressantes à développer. Et la dernière chose que j'avais oublié de vous dire, c'est que pour chaque collection de badges, on essaye d'intégrer les différents partenaires en fait, qui sont autour. Par exemple, si je prends comme exemple la robotique éducative, par exemple, quand on conçoit les badges, on n'essaye pas de le faire de façon isolée, mais on essaye d'intégrer les acteurs qui sont en lien avec la robotique éducative. Par exemple, dans notre cas, c'est l'INRIA ou ClassCode, par exemple, qui travaille avec différents robots, par exemple, éducatifs. Donc, on essaie de concevoir avec eux les badges et comme ça, ils vont avoir beaucoup plus de valeur aussi, les badges, si on intègre tous les autres acteurs dans l'écosystème. Pareil pour, par exemple, on a travaillé sur les espaces d'apprentissage, par exemple. Les réaménagements des espaces, c'est la prochaine collection qu'on va lancer bientôt. Et là, par exemple, c'est intéressant de travailler avec la DNE, par exemple, du ministère. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un kit pour pouvoir aménager les espaces. Et comme ça, ou aussi avec les DAN, par exemple, de l'éducation nationale, parce qu'ils vont former les enseignants pour l'aménagement des espaces. Donc, c'est très intéressant, très important de penser à tous les partenaires qui sont autour d'une collection. Comme ça, on va avoir plus de force aussi pour développer des badges qui vont avoir plus de valeur aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on trouvait important aussi de développer une typologie, de parler avec nos partenaires pour l'améliorer, d'être flexible aussi pour adapter la typologie à un public spécifique, à nos partenaires, etc. Donc, c'était un peu l'idée de ce que je voulais vous montrer, un peu comment on a développé cette démarche, on va dire, Open Badge. Donc, on a terminé en fait aujourd'hui cette première expérimentation. Et la deuxième partie de l'expérimentation va bientôt commencer, en fait, peut-être demain. Et on verra comment ça marche. Je pense qu'on a un défi encore plus grand dans cette deuxième partie de l'expérimentation, mais je pense que ça va être encore plus intéressant. Donc, merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez des questions ou etc. Merci beaucoup, Louis. Vraiment très, très impressionnant et un travail vraiment, disons, énorme et en profondeur. Il y a quelques questions dans le chat, il y avait dans la conversation. Il y en a une, c'était Chris. Est-ce que tu peux poser ta question, disons Hello, Oui, bonjour. ça va? Salut Chris. Ça va? Ça va, ça va. Parfait. Ouais, merci en tout cas pour la presse. Je travaille également sur les cités éducatives dans le Nord, donc c'est chouette si on peut ensuite mutualiser les C'est approches. clair. Et c'est voilà la question que j'avais parce que j'ai lu un gros article là, de Serge Ravet sur les badges de compétences et il dit que finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas reconnaître les pratiques plutôt que les compétences, justement. Il dit voilà l'approche par compétences c'est trop décontextualisé ou peut-être trop lié à des référentiels justement. Et l'enjeu, c'est plutôt de reconnaître des pratiques. Alors peut-être dans ta notion d'action ou de posture, on retrouve voilà, plus cette… C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Justement, avant l'article de Serge qui était publié il y a quelques jours, il avait publié sur Twitter un article qui était publié, je pense, dans The Atlantic ou The New York Times, et sur la même chose en fait. Et la base, on va dire, était la même chose, mais il parlait de la lecture aux États-Unis en fait. Donc, il reconnaissait en fait savoir lire, mais pas qu'est-ce qu'on va faire avec cette compétence. Donc, c'était plutôt la compétence. Donc, peut-être que je savais lire. On va prendre, par exemple, la créativité. Si on reconnaît la compétence créativité ou on la badge, créativité comme compétence, et c'est très compliqué, en fait, de badger ça. Donc, c'est plus intéressant de badger qu'est-ce que je peux faire avec la créativité. Donc, comme tu dis, la pratique de ce que je peux faire. On essayait de remarquer à partir justement de la publication de Serge, mais avec l'article du New York Times, où je ne me souviens plus si c'était le New York Times, mais ce que montrait en fait l'article en gros, c'était qu'aux États-Unis, en fait, ils se sont concentrés tellement sur les compétences
et sur la réussite des examens, on va dire, mais pas sur ce que je peux faire avec cette compétence. Donc, c'était plutôt la compétence et pas ce que je peux faire, ce que je suis capable de faire avec cette compétence, comment je peux la mettre en pratique, la compétence, construire des projets, etc. Et aux États-Unis, en fait, et en France, on fait pareil. En fait, on s'est concentré tellement sur les évaluations, en fait, et c'est intéressant ce que tu viens de dire parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai animé un hackathon à l'Université de Lorraine, c'est le laboratoire Lauria. On était avec plusieurs développeurs, etc. Et là, on avait pris différentes applications. Donc, il y avait Matador. Il y avait une autre application qui est très utilisée pour passer les bacs. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Je voulais comment s'appelle l'application, mais elle est très utilisée pour passer les bacs. C'était très intéressant parce que c'était un hackathon international, donc il y avait de tous les pays. Et nos collègues néerlandais qui ne parlaient pas français, ils avaient commencé à utiliser l'application pour la partie apprendre le français. Donc, ils avaient commencé à s'évaluer beaucoup, etc. Ils ont passé les tests de français. Donc, les tests, ils étaient passés en français, mais ils ne parlaient pas du tout français, en fait. Donc, peut-être qu'il allait recevoir les badges. Je sais parler français, mais en fait, je ne parlais pas français parce que je ne pouvais pas appliquer ça ailleurs. Par exemple, je ne pouvais pas aller en restaurant, manger et parler français parce que je ne parlais pas français. J'avais réussi à passer l'examen avec l'application. Donc, c'est un peu la même idée que Serge a et je suis complètement d'accord. Donc, parfois, on est un peu formaté aussi avec cette façon de faire avec les compétences. Et nous, on est dans un contexte tellement éducation nationale, mais on essaie de passer ces messages aussi, de peut-être se connecter plus, ou se concentrer plus sur les pratiques, ou qu'est-ce que je peux faire, ou qu'est-ce que je sais faire avec cette compétence, que sur la compétence en elle-même, en fait. Merci. Et je pense que pour le site éducatif, justement, cette question, elle va être vraiment très intéressante. Je pense que pour enchaîner un peu là-dessus, bon, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que bon, le badge, c'est un outil en fait. Et c'est un outil qui est utilisé dans différents contextes de façon très, très différente. Et justement, le contexte américain et anglais, on parle souvent de digital credential. Donc, la plupart du temps, ce sont des certificats numériques. Il y a une logique derrière qui est une logique qui n'est pas vraiment nouvelle. Et donc, on utilise le badge comme donc, un certificat numérique. Et je suis tout à fait d'accord. Donc, ce n'est pas forcément une bonne façon de l'utiliser. Moi, je ne prendrais pas vraiment, disons, parti dans un sens ou dans l'autre, mais disons que utiliser le badge simplement comme une façon de reconnaître une compétence comme un certificat, par exemple, la plupart du temps, ça ne donne rien de nouveau. En fait. Les certificats existent déjà depuis des centaines d'années. Donc, comme on a un outil nouveau et qui est moderne et qui peut nous permettre d'explorer quelque chose, je pense que, bien sûr, moi, mon intérêt, c'est d'aller plutôt vers l'exploration. Je pense que, justement, une reconnaissance des actions, des postures, etc., c'est d'une certaine façon nouveau, intéressant. Et c'est vrai qu'on a une tendance, Mozilla parlait justement des badges pour Mozilla à l'origine, c'était reconnaître en fait les apprentissages qu'on acquis donc dans un contexte informel ou non formel. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, justement, dans le cas du digital credential, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on est en train de formaliser l'informel avec les badges. Donc, on ne reconnaît pas l'informel, mais on formalise, en fait. Et c'est justement mettre des pointeurs sur des référentiels de compétences, etc. D'une certaine façon, c'est tirer le badge par les bretelles et revenir sur le passé, sur des choses qui existent. Les référentiels, ils existent depuis un bon moment, etc. Donc, d'une certaine façon, je suis d'accord sur cette idée, mais je pense que le badge en lui-même, il n'a pas de mission intégrée. Hein. C'est intéressant de voir aussi on ne peut pas dire vous utilisez mal le badge parce que vous l'utilisez comme certificat. Je dis, si vous utilisez le badge comme certificat et que vous permettez à partir du badge de donner beaucoup plus d'informations sur le savoir-faire, le savoir-être de la personne qu'on faisait dans un certificat classique, on a déjà avancé, on a déjà été plus loin. Mais bon, c'est vrai que moi je pense beaucoup plutôt le badge comme connecteur qui permettrait justement
d'avoir une reconnaissance et à partir de la reconnaissance, disons, connecter les gens entre eux. Je m'excuse de cette explication longue. Non, et parfois, pour nous, c'était compliqué aussi au départ, en fait, quand on avait commencé l'expérimentation, presque tout le monde, en fait, faisait l'association entre badge et certification. Par exemple, si je vous donne l'exemple, un des premiers messages qu'on avait reçus, je me souviens plus, on faisait des formations et on donnait un certificat. Donc là, il m'avait dit, ah, maintenant, on va éliminer les certificats. En fait, on va donner un badge. C'est beaucoup plus intéressant. Et c'est pour ça qu'au départ, en fait, on avait fait beaucoup de formations et on avait beaucoup, pour notre raison, hein, c'était en interne. Et donc, à chaque fois, j'ai commencé la formation avec ce que j'avais montré à Lille, justement, c'était la différence. Donc, j'avais dit comment je peux trouver une façon facile, dans 2 minutes, d'expliquer un peu la différence entre les certifications et les badges et la valeur ajoutée, on va dire, des badges. Et donc, j'avais fait cette analogie avec le travail d'une psychologue américaine avec l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit en développement. Et donc, ce que je disais, les certificats sont un peu fixes. Donc, par exemple, les diplômes aussi. Et par exemple, moi, je me fixe un objectif et je vais dire, bon, je vais être informaticien. Une fois que j'ai mon diplôme, mon certificat en informatique, c'est fini en fait. Donc, je l'ai et ça marche un peu comme ça en fait. Une fois que je suis arrivé là-bas, c'est fini. Et en fait, l'apprentissage tout au long de la vie, ça ne marche pas trop comme ça en fait. Parce que peut-être qu'une fois que j'ai mon certificat, peut-être que je commence à m'intéresser par la psychologie. On va dire, je vais intégrer des choses en psychologie ou aussi des pédagogies parce que c'est super intéressant, en fait, les numériques, la pédagogie, etc. Le problème, c'est que toutes ces compétences que je commence à développer, en fait, ils ne sont pas reconnus, en fait. Et c'était là que les open badges devenaient très intéressants parce que c'est très dynamique, en fait. Je ne vais jamais terminer de construire, si on reprend l'analogie avec les Lego, ma ville des connaissances et des compétences, en fait, parce que je vais toujours continuer à construire en informatique, en psychologie et peut-être que je vais faire des mélange très intéressant, etc., dans cet apprentissage ou dans ce parcours tout au long de la vie. Donc, j'essayais d'expliquer un peu de cette façon et aussi avec les endossements, etc. Donc, c'était très dynamique, en fait, la façon de faire. Et comme ça, c'était un peu clair aussi. Ça, mais je pense qu'après, c'était, je ne sais pas avec qui j'avais parlé, qui me disait qu'après, c'est une façon d'entrer dans la dynamique Open Badge aussi, cette façon de transformer les certificats en badge. Donc, il ne fallait pas non plus bloquer, on va dire, cette entrée-là. Et que parfois, on essayait de dire non, mais ce n'est pas des certificats, etc. Et que parfois, c'était un peu compliqué, on va dire. Donc, on essayait de le faire. Mais nous, on avait essayé de lancer, on va dire, ces discours en interne pour bien comprendre la dynamique, on va dire, des Open Badges. Et aujourd'hui, on essaie de le faire. On essaie de passer cette même idée, on va dire, avec les autres partenaires aussi, pour montrer cette dynamique et cette richesse, on va dire, et des communautés aussi. Et comment les open badges aussi nous aident à connecter avec les personnes aussi, que c'est une autre partie très, très, très intéressante. Louis, il y a un commentaire de Christophe de Lamar, c'est dans le… Très intéressant, oui, oui, il y a 25 ans, je vois qu'il avait mis à Guyane, justement. Oui, Et justement, et nous aussi, on a bonjour des Louis. ateliers en Guyane et à Martinique. Je suis allé pour faire une formation, c'était pas en Guyane. Moi, j'avais fait la formation à Guadeloupe, mais avec les collègues de Guyane aussi. Mais ils étaient à fond aussi, hein, ils étaient pareil, très motivés, etc., pour montrer des choses. Donc, c'était vraiment super. Et moi, c'était par hasard, en fait, que j'ai trouvé les arbres des connaissances à travers un chercheur ami de mon laboratoire, en fait, Bruno de Rochelle. Et je pense qu'ils avaient essayé de monter aussi des projets il y a 30 ans à Poitiers, et où justement ces chercheurs avaient commencé à expérimenter justement avec les arbres des connaissances. J'ai trouvé il y a un livre, je pense aussi, sur ça. Donc, j'ai trouvé l'approche très intéressante aussi. Et pour les réamener à aujourd'hui avec les open badges, etc., j'ai trouvé que c'était très riche, on va dire. Donc, je vais lire le post, le blog post là qui était mis là-bas. Donc, merci Christophe. De rien. Christophe, est-ce que tu peux… Oui, pour compléter là-dessus, il y a l'idée de créer un groupe de travail sur cette question avec les amis du Dôme et dans le cadre du programme FEDER qui est en cours depuis déjà 2 ans, je crois qu'il se termine cette année, sur les usages des open badges. Et donc l'idée de créer un moyen de représentation graphique des parcours de reconnaissance et donc d'utiliser le travail qu'a fait Emmanuel, qui est plus forcément
malheureusement disponible aujourd'hui pour aller plus loin. Mais il était déjà allé très loin en autodidacte, en fait. Hein. Ça faisait partie de ces personnes en fait, qui font des choses par passion. Et tu vas voir ce qu'il documente dans son blog, là, c'est une expérience qu'il a menée seul dans son coin, mais il est allé vraiment loin. Donc, il y a des choses à prendre là-dedans. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il est aujourd'hui, par hasard, il n'y a pas de hasard hein, dans la vie, mais enfin, j'y crois pas, mais en tout cas, il est accessible aujourd'hui puisqu'il est Fab Manager du Dôme de Caen. Donc, Génial. François Millet est tout à fait prêt à ce qu'il puisse collaborer à un groupe de travail sur cette réflexion autour de la création d'une arborescence. Enfin, il y a pas mal de pistes à creuser autour de cette histoire de représentation des parcours. C'est clair, c'est clair. Collectif, individuel, avec plusieurs clés d'entrée. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé à initier un petit peu une réflexion avec 2-3 personnes là-dessus. Donc, tu es le bienvenu si ça t'intéresse. Super, ouais. Ouais, je pense qu'on peut aller plus loin. Alors, justement, on s'est demandé avec une collègue, Laetitia Pierrot, parce qu'on avait travaillé sur le pratique, en fait, plutôt les pratiques des enseignants et des élèves. Et on disait comment on peut amener tout ce qu'on a fait avec les pratiques, mais avec ce que tu viens de dire, avec la partie individuelle et collective des open badges. Donc, on s'est posé des questions. On avait commencé à écrire un document. Et je vais recontacter les lycées pour terminer le document. Et comme ça, on peut le partager peut-être avec vous aussi. Ça peut être super, justement, de partager, d'échanger, etc. Et les collègues du DOM, en plus, ils nous inspirent à chaque fois. Par exemple, maintenant, avec les badges télétravail, ça nous inspire encore. Oui, puis le partage de leur matrice, là, ça, c'est un beau cadeau. Exactement. Parfait, c'est très très intéressant. J'avais une question, on dirait pas une question, mais un peu une réflexion. Oui, quand tu as parlé des communautés, après tu as parlé, la cartographie, à mon avis, c'est quelque chose de très français aussi, c'est voir le badge permettre de construire une cartographie. D'une certaine façon, la cartographie, c'est rendre les choses visibles. C'est intéressant. Mais je voulais en fait, peut-être réfléchir sur la question de la communauté. Moi, je vois en fait qu'il y aurait en fait 2 types de badges. On a pu parler de la taxonomie et des badges qui sont d'une certaine façon définis un peu en extérieur en fait, pour soutenir les communautés, mais ça, c'est un peu en extérieur. Je voulais te poser la question, est-ce que tu penses que le badge personnel, donc tu sais que dans Open Badge Passport, on peut maintenant chacun peut créer son badge. Est-ce qu'il peut avoir aussi un rôle dans je dirais, la visualisation ou l'émergence des communautés? On s'est posé la même question, en fait, de cette façon de l'initiative, en fait, de chaque personne, justement, d'utiliser les badges comme connecteurs aussi. Donc, justement, pour les communautés. Je pense que c'est quelque chose à expérimenter, en fait, et à essayer de le suivre en façon d'expérimentation pour voir si ça motive les gens, justement, à créer le badge, à connecter avec d'autres personnes, etc. Nous, on avait essayé avec l'idée de Viaduc, justement, comme sac à badge. Je pense que l'idée plutôt de Viaduc, c'était pas fort. C'est pour ça qu'il disait, c'est pas exactement la même chose qu'Open Badge Passport, on va dire, ou la même idée. Donc, c'était pas forcément d'amener tous les badges, etc. Mais c'était plutôt justement ça, de créer des badges, parce que ça nous permettait de créer les badges et de connecter avec les autres personnes. Je pense que l'idée initiale était là. Et je ne sais pas si ça a marché ou pas. Après, c'est difficile. Je pense qu'il faudrait expérimenter avec les… C'est pour ça que ce que je disais, cette partie expérience utilisateur est très importante justement pour voir, pour penser à l'utilisateur avant, en fait, et de dire, ça va intéresser l'utilisateur d'écrire les badges, de connecter avec les autres ou pas, et si ça n'intéresse pas, vite essayer d'identifier le besoin là-dedans pour faire la prochaine étape ou pour imaginer la prochaine étape, on va dire. Mais parfois, c'est difficile pour nous aussi, c'est très compliqué parfois aussi de penser à cette démarche parce que parfois, on a peur aussi de se lancer directement, d'échanger des choses, etc. L'exemple, c'est avec nos badges aussi. On a lancé, par exemple, les badges et il y avait des collègues qui disaient « Non, mais vous avez publié déjà les badges, etc. » Mais en fait, en publiant les badges, on a reçu plein de retours, en fait,
on avait reçu plein de retours pour améliorer les badges. Donc, je pense qu'il faudrait expérimenter cette partie et ça nous intéresse énormément aussi, cette partie de nous-mêmes nous permettre à nous d'écrire les badges. Mais comment aussi, je ne sais pas, il faudrait, je pense, c'est poser un peu la question aussi de comment je peux valoriser mon badge. Je ne sais pas si faire une différence. C'était un peu la même chose qu'on disait avec les badges participation, par exemple. Parce que nous, on voyait beaucoup de badges participation, mais énormément, en fait, des badges participation. Après, on a vu un besoin, en fait, de nos collègues d'écrire ces badges participation pour valoriser ces événements, en fait. Donc, à chaque fois, il y avait les badges, j'ai participé là, etc. Et on disait, non, on va créer des collections. Donc, maintenant, on commence à se poser la question si on peut créer une collection participation où il y a tous ces badges participation. Mais les autres collections, c'est vraiment pour valoriser les compétences, etc. Et peut-être qu'on pourrait faire quelque chose comme ça, mais pour mes propres badges, en fait, mes badges connecteurs, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose à expérimenter. Je ne sais pas si on a la réponse maintenant, mais je pense que c'est quelque chose vraiment à expérimenter. Oui, c'est très intéressant. En fait, moi, quand je pense au concept de communauté, je n'ai pas vraiment, disons, une réponse sur le fonctionnement déjà de la communauté. Et je pense que, disons, les pages vont permettre justement de faire émerger en fait ce qui se passe vraiment dans les communautés. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on a besoin de deux types de badges. Il y a peut-être le badge structurant, hein, que tu présentes ici, ce sont des badges structurants qui vont, disons, définir, je ne dirais pas des compétences, hein, mais qui vont, disons, d'une certaine façon, aider à reconnaître des choses que nous avons en commun. Et peut-être justement des badges qui vont disons, émerger de la communauté et qui vont mettre en valeur des choses qu'on n'avait pas comprises, pardon, ou alors des liens entre les gens, entre les communautés qui sont d'une certaine façon qui sont faibles encore et qui pourraient se certifier. Là, je pense plutôt dans un contexte de reconnaissance sociale, justement, de voir que bon, le badge, c'est un connecteur, c'est un peu comme une brique Lego. Mais à mon avis, peut-être qu'il est pas complètement, même si le contenu est standard, je dirais la façon dont les badges vont s'accrocher, je pense qu'il y a des surfaces un peu différentes. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est une chose qui sera intéressante justement de voir. C'est clair, c'est clair. Ouais. Et on s'est demandé justement à ça de séparer en fait les types de badges aussi pour faciliter la compréhension à l'utilisateur, on va dire, ah ok, il y a ce type de badge où je vais créer mon badge. Et donc, c'est pour ça. Et donc, les autres, parce que parfois, et je pense que pour l'utilisateur, parfois, je me mets à la place de l'utilisateur en fait, qui arrive ou débarque. Parfois, il se sent un peu perdu en fait, avec tous les badges, etc. Et parfois, c'est compliqué de se retrouver aussi. Donc, peut-être que si on facilite cette tâche, ça peut être intéressant, mais je pense que c'est quelque chose à expérimenter, ça. Et l'autre chose aussi, peut-être que c'est intéressant d'expérimenter un réseau. Parfois, c'est difficile de travailler ensemble. Mais c'est autre chose que aussi on a commencé. Bon, maintenant, on a Teams. Et Teams nous a facilité beaucoup les choses, en fait, c'est comme Slack, en fait, pour travailler. Parce que là, on fait les différentes collections de badges. Et toutes les personnes qui sont, on va dire, très fortes pour ce type de, par exemple, robotique éducative, il y a des personnes identifiées qui travaillent beaucoup, sont dedans pour essayer de construire, on va dire, la typologie de ces badges, etc. Et maintenant, on a commencé à penser à faire la même chose, mais avec nos partenaires aussi ou avec des personnes externes, par exemple l'IRIA, les invités dedans, etc. Je ne sais pas si on a un moyen pour pouvoir travailler ensemble et comme ça faire vraiment communauté, en fait, pour commencer à imaginer les badges, etc. Je pense que ça va faciliter aussi les choses pour nos utilisateurs. Par exemple, là, quand on parle avec Chris, qui se lance avec les sites éducatifs, en plus, je pense que nous, on participe dans quelques sites éducatifs là en France, donc à vérifier. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait, de connecter avec les personnes. Très bien. On a encore le temps pour une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Louis? Donc là, il y avait pour définir la durée des badges. Peut-être c'est plutôt pour toi la question. Je ne sais pas si c'est comment définir la durée d'un Open Badge Factory ou… Non, peut-être, on veut dire la durée d'un badge qui est émis donc, à un bénéficiaire. Bon, je pense que c'est toujours, ça dépend toujours donc,
disons, du contenu du badge et de sa valeur dans un contexte, en fait. De Nous, certaine on a façon, très souvent, on a des badges qui sont, disons, qui ont une durée délimitée quand il est question de revalider, en fait. Donc, voilà, c'est un peu le pour nous badge de… justement, Oui, pardon? non, non. Pour nous, dans la collection des badges, justement, et robotique éducative, c'était une grande question parce qu'au départ, et c'est ça qui est intéressant dans la réflexion qu'on fait, en fait. Au départ, en fait, nos collègues, ils voulaient faire un badge par robot, en fait. Mais le problème, c'est que les robots, ils changent très vite. Et même les langages, etc., ils changent hyper vite. Donc, après, ils se sont dit non, non, en fait, on va faire différemment. On va les faire par, là, par exemple, on voit, je ne sais pas si c'est des robots, mais on va programmation visuelle, etc. Donc, ils ont changé un peu l'approche. Mais pour eux, c'est très important de mettre la durée des badges. C'était une grande question, en fait, la durée des badges, combien on va mettre, etc. Parce que ce sont des choses qui changent très, très vite. Donc, il faut révalider, en fait, les choses. Et ça a généré mais, un débat très intéressant, mais très grand, en fait. Et c'était très intéressant d'intégrer là nos collègues aussi. On a intégré des collègues de Nice, justement Margarida Romero, qui travaille aussi avec le même sujet. C'est une chercheuse à l'INSPE qui travaille avec la créativité, la robotique, etc. Et justement pour se poser ce type de questions, donc on a travaillé avec des grilles, etc. Quand la durée, c'était une réflexion et un débat très, très grand aussi. Parfois, c'est interminable aussi les débats parce que tout le monde veut dire non, la durée, etc. Mais c'était une grande question, par exemple, pour cette collection. Pour d'autres collections, pas trop, en fait, parce qu'une fois on a les badges, par exemple, quand nos profs, on n'avait pas besoin vraiment de mettre une durée au badge, mais pour robotique éducative, c'était, mais oui, c'était très important, en fait, de mettre la durée des badges, la durée d'un badge dans la collection. Mais à chaque fois, on se pose la question, et c'est ça qui est intéressant aussi de définir une grille de conception des badges aussi, donc c'est qu'on essaye de faire, et c'est la prochaine étape en fait, on va essayer de faire des documents, on va dire, qu'on va essayer de partager avec tout le monde finalement, et c'est une grille justement qui va nous aider à concevoir les badges. Et dans la grille, en fait, on se pose des questions justement pour définir la durée des badges, mais aussi d'autres questions aussi en lien avec la conception du badge. Et c'est ça qui était intéressant aussi avec nos formations qu'on faisait. Au départ, quand on faisait les formations, on se centrait beaucoup sur Open Badge Factory. Donc, comment ça marche, comment je vais créer mon badge, etc. Mais en fait, la partie la plus difficile, on va dire, c'était pas ça, en fait. C'était pas la partie technique, on va dire, mais c'était comment je vais concevoir mon badge. Les métadonnées que je vais mettre, l'épreuve, la durée, comment ça va marcher, comment je vais faire la dynamique. Donc, on a commencé à faire, maintenant, on a un document Excel qu'on doit remplir, mais peut-être qu'on va changer cette façon de concevoir. Justement, demain, la réunion, c'est pour ça. Et pour avoir des matériels, en fait, pour nous faciliter les choses pour concevoir. Et juste pour vous dire, on a une formation, donc je pense qu'on va la repousser, mais c'était le 4 mai, en fait, une grande formation qu'on devait faire en interne. Et justement, c'était ça l'idée, c'est que la formation, elle est très centrée sur comment je vais concevoir. Et une fois la formation est terminée, on voulait faire à distance la partie technique. OK, maintenant que vous êtes fort pour créer le badge, pour concevoir, pour bien penser les métadonnées, etc., pour donner une importance très grande à cette partie de la conception. Donc maintenant, ça va être beaucoup plus facile pour vous de travailler avec Open Badge Factory. Donc, et en plus, on a beaucoup de matériel en fait en ligne, donc on peut voir des vidéos, etc. Et là, très vite, on peut mettre en place un système Open Badge en fait. Donc, on a changé un peu notre dynamique, on va dire, de formation en interne pour les Open Badges. Et donc, la durée des badges, c'était une grande question en fait là-dedans pour bien penser tous ces points. Très bien. Je crois qu'on va s'arrêter aujourd'hui sur ces derniers mots de Louis. Merci encore, Louis. C'était vraiment très, très, très intéressant et je pense que tu nous as donné beaucoup à penser, à réfléchir. Et je suis sûr que ton travail et votre travail, parce que c'est un travail de collaboration, va continuer, va apporter beaucoup de choses intéressantes et tout ce que fait aussi Christophe et puis Chris et tous les autres qui explorent actuellement les badges. Je pense qu'on a eu aujourd'hui vraiment, disons, une présentation très, très, très intéressante. Merci. Merci Eric. Et bien sûr, les coordonnées aussi, vous pouvez me contacter, etc.
pour les fichiers Excel. Donc, on va essayer de l'améliorer demain. En fait, la journée du 4 mai, c'était pour ça aussi, parce que parfois, c'était compliqué pour nos collègues aussi de se retrouver dans les documents Excel. Donc, on a dit peut-être c'était une carte